Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du bat et on se retrouve pour un nouvel épisode. Pour rappel, le podcast est soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 230 000 chantiers en Europe. Aujourd'hui, on est même chez Craft. On accueille Arthur Lecas pour un sujet très passionnant, le monde peu connu des châteaux d'eau. Salut Arthur. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Mais écoute, ça me fait très plaisir de pouvoir te recevoir, pouvoir parler d'un sujet qui est peu abordé dans les médias, mais aussi dans la vie en général. On passe souvent autour des châteaux d'eau, mais on se doute peu, et on se doute vraiment pas de tout ce qu'il y a autour du château d'eau, tous les métiers du bâtiment qui vont être euh, nécessaires pour l'entretien de ces ouvrages, pour la création de ces ouvrages. Mais avant de parler de tout ça, je vais quand même te laisser te présenter, me dire qui es-tu, ton parcours et quel lien tu entretiens avec le bâtiment. Alors moi j'ai un parcours qui est à la fois assez classique et à la fois assez atypique parce que d'un côté ça reste une filiation père-fils et une transmission d'entreprise qui est quand même assez classique dans le bâtiment. Et de l'autre côté, moi dans mon parcours j'ai fait des études d'ingénieur en système d'information et système embarqué avec déjà une composante entrepreneuriale à l'époque. J'ai fait un métier de consultant, produit informatique pour un éditeur logiciel pendant près de 5 ans, sur lequel je me suis, baladé, en France, en Europe, un peu partout chez des très grosses entreprises comme des toutes petites. Ça m'a permis un peu de découvrir le monde et je me suis arrêté à un moment donné dans mon parcours, en me disant, voilà: «Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui?» C'était sympa ce métier-là, mais c'est plus ce que je veux. Et j'ai commencé à chercher un métier. Je voulais à la fois, quelque chose de plus concret, parce que l'informatique, c'est très bien, mais une fois que tu as fini de coder, il y a pas de choses tangibles que tu peux toucher. Une quête de sens aussi pour faire un boulot qui est quelque part, utile à tout un chacun. Et puis, une volonté de prendre des responsabilités, de pouvoir prendre mes propres décisions dans mon parcours. C'est là que j'ai discuté un peu avec mon père qui m'a dit: «Bah, écoute, moi, je suis encore là pour, quelques années chez Résina». C'est le fondateur, hein, il y a 40 ans maintenant. On a le temps de faire un bout de chemin ensemble et puis après je pars à la retraite et tu décides, voilà, si ça t'intéresse ou pas. Ça, c'était il y a à peu près 10 ans donc Ok, voilà, je pense qu'on peut dire que c'est ouais. devenu, mon métier, mon vrai métier aujourd'hui et que c'est une reconversion, dont je suis très content parce que c'est ce que je fais est assez incroyable. On aura l'occasion de l'évoquer, par la Mhm. suite. Ouais, donc toi, tu es arrivé il y a quasiment 10 ans sur ce secteur par le biais de la boîte de ton père C'est qu'il ça. avait fondée il y a 40 ans, qui s'appelle Resina. Mmh. Resina qui travaille autour des châteaux d'eau, autour de l'univers du château d'eau. C'est quoi c'est quoi Resina? Est-ce que tu as la genèse de cette entreprise? Pourquoi ton père a créé ça? Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, pour la partie genèse, c'est assez simple. Il y avait à l'époque Génitia, qui était un constructeur de châteaux d'eau. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais en France, l'activité de construction des châteaux d'eau s'est arrêtée autour des années 80. Donc, il ne reste plus qu'un seul constructeur aujourd'hui spécialisé, hein. Les autres sont tous déposé le bilan au fur et à mesure. Et c'est l'activité réhabilitation qui a pris la place de la construction. Donc, mon père, avec quelques collègues plus âgés de l'époque, ils ont pris le département réhabilitation de Génitia, ils ont fondé Résina et on a gardé, on a même encore un chef de chantier qui est là depuis, 1984, Ok, et ouais. qui arrive à la retraite, assez prochainement. Mais voilà, c'est une petite équipe assez soudée où on a pu récupérer, voilà, des familles et des choses comme ça qui nous ont accompagnés tout au long de ces 40 ans. Donc notre métier à proprement parler, c'est un peu pompeux, c'est l'étanchéité, des ouvrages du génie civil de l'eau, avec pour spécialité les châteaux d'eau. On fait ça sur toute la France et une autre particularité, c'est qu'on fait ça avec nos propres produits. C'est-à-dire que l'étanchéité en elle-même, le contenant de l'eau potable, c'est une marque déposée exclusive de Résina. Ok. C'est un produit à nous qu'on applique, qui est sous attestation de conformité sanitaire et cetera.
Heu, la base de notre métier, c'est qu'on a une cuve, alors château d'eau ou réservoir sur tour, réservoir au sol, mais aussi station d'épuration, silo ou que sais-je, parfois même des intérieurs de canalisation, assez grosses. OK. Que ce soit en briques, en métal ou en béton, et que ça contienne de l'eau potable ou des liquides un peu plus agressifs, on va dire. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de rendre ces choses-là étanches. Voilà, et puis après, au fur et à mesure, bah, on est devenu, comme je dis, relativement régulièrement, tout corps d'état sur château d'eau. OK. C'est-à-dire qu'en plus de l'étanchéité des cuves, on fait la couverture, on fait le ravalement de façade, on fait les remplacements de menuiserie, serrurerie, garde-corps, fenêtres, et cetera, et cetera. Et puis à côté de ça, on a des partenaires sur la partie canalisation, notamment la canalisation en verticale, c'est un métier, en Ouais. soi. Et puis on a de plus en plus de, voilà, voirie, clôture, portail, et cetera. Donc, Mmh. on trouve des partenaires à droite à gauche pour nous aider là-dessus. Ouais, donc techniquement, vous avez le château d'eau, l'ouvrage, génie civil des eaux, Mmh. traitement des eaux ou je ne sais plus lequel nom à Génie rallonge, mais civil de l'eau. génie civil de l'eau et vous occupez de tous les métiers, toutes les, choses autour à un rayon de, 30 m autour du château d'eau. Du coup, tu peux même avoir, comme tu disais, la voirie que tu fais avec des partenaires, c'est ça? C'est ça, on peut avoir, créé une place de parking au pied du château d'eau pour, quand ils font l'entretien, Mmh. avoir de quoi se garer. Il faut savoir qu'après nous, on est une entreprise, de one shot. C'est-à-dire qu'on vient, sur un ouvrage, on va y passer 3 mois, 4 mois, 1 an en fonction de la OK, ouais. taille et tout ça, et puis après on se tire et on ne revoit plus pendant, allez 20, 30, 40 ans si possible. Ouais. Donc on est vraiment lié à ce métier de réhab. Après, il y a des Mmh. gens qui sont exploitants et qui Ouais. viennent, 1 fois par Vous an, êtes pas sur la désinfecter, et maintenance. cetera. C'est ça, on est vraiment en opération de remise à Mmh neuf, mh. quoi. Et donc remettre à neuf des châteaux d'eau, tu as dit qu'il y avait plus qu'une seule entreprise qui construisait des châteaux d'eau. Ça veut Ouais. dire qu'il y a c'est un parc de combien de châteaux d'eau en France, par exemple? Eh ben, c'est assez rigolo parce que c'est une donnée, que mon père a diffusée à une époque quand on lui a posé la question, et aujourd'hui, on me donne ces chiffres en me demandant s'ils sont vrais. Ah, OK. Mon père estime qu'il y a à peu près, 36 000 réservoirs d'eau potable en France, donc un par commune en gros. OK. Et là-dedans, on estime qu'il y a 15 000 réservoirs sur tour ou châteaux d'eau donc, qui sont répartis un peu partout. Il faut savoir qu'en zone montagneuse, on n'a pas besoin de construire un château d'eau, il suffit d'aller poser la cuve directement dans la montagne et on Ouais. bénéficie de la partie, gravitaire. Pour l'anecdote là-dessus, je fais un peu de pub au passage pour mon syndicat professionnel. On est en train de travailler sur une commission patrimoine pour que les maîtres d'ouvrage fassent le recensement de leur château d'eau et qu'on ait quelque part une base publique à un moment Ouais. donné qui recense tous les châteaux d'eau de France. Parce Mmh mh. qu'aujourd'hui, personne n'a cette info. Oui, c'est clair, parce que à la fois, c'est bien pour votre activité de savoir bah, où sont les châteaux d'eau sur lesquels vous allez pouvoir intervenir, mais c'est bien aussi pour le suivi de ces châteaux d'eau, de savoir que à telle époque, on a intervenu et donc dans cette ville, ça a été fait à tel moment. Donc avec un genre d'encyclopédie disponible du château d'eau avec tout ce qu'on peut retrouver, limite le carnet de santé de ce château d'eau avec les différentes réhab et les différentes choses qui ont été appliquées. Bah, c'est marrant que tu parles de carnet de santé parce qu'on est parti de ce qui a été fait sur les ponts, notamment par le stress, sur le carnet de santé des ponts suite à l'accident de Gênes, et cetera. Mmh. On s'est dit: «Il faudrait qu'on fasse la même chose sur les châteaux d'eau» parce que, c'est pas forcément leur état n'est pas forcément connu, et puis, il y a beaucoup de transformations réglementaires, donc des syndicats qui fusionnent, et cetera, qui ont besoin de faire leur état de parc. Donc, voilà, ça fait partie des choses importantes que ce recensement. Là aussi, il faut savoir que la principale base de connaissances de châteaux d'eau, en France aujourd'hui, elle est dans nos archives. OK. Parce que Ouais. depuis 40 ans, on était parmi les premiers à faire ce métier-là. J'estime qu'on a visité un peu plus de 13 000 ouvrages OK, ouais. et Sur on en 40 ans? a Ouais. réhabilité à peu près 4 000. Ouais, donc il y a Donc, encore on est neuf quand même mille à faire, s'il faut, sur quoi. les 36 000 au total. Ouais, il y en Il a qu'un nous en tiers reste encore un quasiment, ouais. certain nombre à voir, mais Mmh. c'est vrai qu'on a une bonne connaissance de tous ces ouvrages-là et de leur Ouais. historique, du coup. Ouais, donc vous êtes vraiment, un peu les mieux placés pour aussi avec votre profession, votre syndicat de professionnels, faire ce recensement et faire en sorte que la donnée soit, bah, à la fois valide, mais aussi soit vraiment marquée dans les archives ou dans quelque chose de public pour que ça soit aussi alimenté par tous les acteurs qui sont sur ce secteur, pas forcément ceux qui vont être sur les mêmes activités que vous, mais qui vont pouvoir en côtoyer par le biais d'autres travaux, quoi. Ouais, tout à fait.
Tout à fait et puis, voilà, il y a aussi une notion de projection. C'est-à-dire qu'une collectivité qui a 15 ouvrages, 15 châteaux d'eau, il faut pas que les 15 châteaux d'eau soient refaits en même temps parce Mmh. que, bah, d'une part, il va y avoir un problème de distribution d'eau, s'ils sont tous vides et d'autre part, ça fait beaucoup trop d'argent à investir en une seule fois. Donc il y a un volet planification Ouais. aussi, sur cet aspect-là. Voilà, après, je ne vais pas Mmh faire de mh. la politique ici sur les investissements dans le monde de l'eau, mais Ouais, mais c'est ils un sont gros sujet. nécessaires et pour ça, il faut effectivement commencer par recenser et voir l'état, quoi. Mmh mh. C'est un gros sujet en effet. En plus, bah, là, il y a très récemment, je sais pas quand est-ce que sera diffusé l'épisode, mais il y avait la Journée mondiale de l'eau il y a très peu Mmh. de temps et ça a été évoqué sur pas mal de sujets, alors nous, en France, on est quand même privilégiés, tu vois? Il y a quand même 36 000 châteaux d'eau, quasiment un par commune. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est d'autres sujets, mais avant de rentrer dans les détails, tu as presque esquissé ma prochaine question. Je me dis: «Mais en effet, tout le monde voit un château d'eau dans sa commune, mais ça ressemble à quoi un château d'eau? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Et qu'est-ce que vous y faites, vous aussi, en termes d'activité?» Parce que entretenir un château d'eau, ça consiste en quoi? Alors, on est vraiment dans un métier de rénovation, c'est-à-dire que globalement, on va, remettre les supports à nu et puis on va, soit les retravailler et puis à la fin mettre, un revêtement pour les protéger. C'est vraiment les 3 étapes chez nous, préparation des surfaces, réparation de ce qui doit être réparé et ensuite revêtement pour protéger le château d'eau, l'ouvrage en lui-même. Il faut savoir que l'eau et le béton, ça fait pas bon ménage quand il y a des infiltrations. Je pense que ça, c'est assez clair, pour tout le monde. Mmh. Donc on préconise toujours, par exemple, de commencer par faire les travaux, en couverture et les travaux en cuve pour qu'on se débarrasse, entre guillemets, «du problème», à la fois des eaux de pluie qui pourraient rentrer dans la cuve et à la fois d'une cuve fuyarde qui pourrait, voilà, dégrader le béton à vitesse grand V, on va dire. Et ensuite, donc quand tu arrives sur place, sur le château d'eau, tu y retrouves quoi? Te quand c'est des châteaux Ah d'eau le ouvrages, classiques avec la tour et la L'intérieur, du cuve, château d'eau, oui, parce que est-ce que tu est-ce que c'est quelque chose de enfin, j'imagine un peu parce que tu te dis: «Bah, c'est impossible que dedans» donc il y a une cuve qui est en haut, c'est ça? c'est ça, Et à l'intérieur, tu as de quoi manœuvrer aussi, tu peux aller c'est jusqu'à en ça. haut et cetera? Alors en gros, le principe est simple. Il y a encore beaucoup de gens qui croient que quand on ouvre la porte du château Il y a d'eau de au l'eau qui sort, rez-de-chaussée, il y a bah une oui. grande vague qui Bah arrive. ouais. Donc ça, je vous rassure, ça n'arrive pas. OK, mais n'ouvrez pas les portes des châteaux d'eau Mais quand même. n'ouvrez pas les portes des châteaux d'eau pour autant. De toute façon, il y a des alarmes. Mmh mh, mmh mh. Mais non, tu rentres dans un château d'eau, tu rentres dans ce qu'on appelle la tour ou le fût, qui est la structure qui porte la cuve. Dedans, après, en fonction de l'endroit, de qui a construit, de l'année, ça peut être des accès soit par des échelles, soit par des escaliers colimaçons ou des Mmh. choses comme ça. Mais globalement, c'est assez vide. Tu peux avoir des paliers intermédiaires ou des choses comme ça, mais tu rentres dans le pied du château d'eau, tu vas avoir devant toi globalement 4 canalisations, voire 3, trop-plein vidange, donc le Mmh. nom parle de lui-même. L'alimentation qui est la cana qui monte l'eau dans le château d'eau et la OK, distribution qui fait repartir l'eau dans le réseau pour les abonnés. OK. Donc tu vas avoir ces 3 ou 4 canalisations avec des vannes pour pouvoir, couper ou mettre en service le château d'eau et puis c'est à peu près tout. Éventuellement une armoire électrique et puis un coffret de transmission pour les mesures de niveau d'eau et cetera. Et donc tu montes, tu montes, tu montes, tu arrives, à un palier sous cuve où là tu as littéralement l'eau au-dessus de la tête. Ouais, là, elle y est l'eau, par contre. Donc toi tu es juste en dessous et tu montes à travers une cheminée, donc qui est globalement une espèce de tube, qui est au milieu de l'eau, en plein centre du château d'eau et qui te permet d'arriver, au-dessus des cuves et c'est donc à ce moment-là que tu vois l'eau pour la première fois. Et puis après, tu as l'accès à la toiture qui est généralement pas beaucoup plus haute puisque bon, elle a pas Mmh. besoin de c'est pas non plus un lieu touristique, c'est un lieu technique donc l'eau monte quasiment jusqu'au niveau maximum, OK. dans la cuve et puis après tu accèdes à la couverture où là, bah, tu as la chance, ça fait partie des avantages de notre métier, de la vue à 360°, dégagée sur le point haut du coin, quoi. Donc Ouais. c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que ce soit, de la brume, un lever de soleil, un machin ou autre, Mmh mh. des choses que tu peux voir au loin, avec un Ouais. angle un peu différent, ça fait très, visite, touristique. C'est un peu la Mmh mh. récompense quand tu arrives en haut. Mais en fait, là, quand tu décris, ce genre d'ouvrage, ça ressemble un peu aux phares que tu peux retrouver, tu vois, sur les ports en termes de structure interne, même s'il y a pas la cuve d'eau. Mais
Tu vois, un phare, on pourrait se dire, c'est quelque chose un peu similaire. C'est vide, il y a un escalier, tu arrives en haut et tu as la salle un peu C'est de contrôle. c'est complètement, je pas beaucoup visité de phares dans ma carrière, mais c'est complètement similaire effectivement Mmh. et ce qui me fait dire aussi que c'est le genre de choses qu'on saurait faire, Ouais. parce qu'on connaît la problématique de la hauteur, on connaît la problématique technique de ce type d'ouvrage, donc c'est quelque chose qui nous ferait pas peur. Comme je disais tout à l'heure, des silos à grains ou des choses comme ça, c'est presque les Ouais. vacances parce que les parois sont toutes droites. Mmh. Il y a pas la géométrie un peu particulière des châteaux d'eau qui peut poser des problèmes, Mmh bah, mh, mmh. notamment sur les façades, et cetera, où on doit trouver des astuces pour être bien positionné, pour pouvoir travailler. Mais ouais, ça ressemble beaucoup à un phare dans l'idée, avec cette espèce de tour qui sert juste à amener quelque chose, en hauteur et être Ouais. visible du plus loin possible. Mmh mh. Et donc pour faire ces travaux dans les châteaux d'eau, ces ouvrages-là, tu as besoin de quel métier? Donc tu as parlé un peu de couverture, tu as parlé un peu, d'autres, sujets. Bah, l'application des produits, c'est pour l'étanchéité, donc étancheur à la limite. Mais tu as aussi d'autres métiers, j'imagine? Parce que si tu refais à chaque fois à neuf, il te faut quand même beaucoup de corps d'état du bâtiment. C'est pour ça que tu fais du TCE, mais pour les châteaux d'eau? C'est ça parce que, bon, on est une PME, on est une soixantaine de personnes aujourd'hui, un peu plus, une dizaine dans les bureaux, le reste sont des gens de terrain. Donc, comme on est organisé, tu as évidemment un pôle, je dirais support, compta et puis mon poste de direction aussi et cetera. Et après, c'est axé sur 2 grands axes, si je puis dire. Le pôle commercial, où là, je vais avoir, bah, plusieurs commerciaux qui vont se déplacer sur toute la France pour aller visiter les châteaux d'eau et préparer leur devis, hein, dans une visite, qui va durer entre 1 heure et 2 heures. Il faut qu'on ait pris, toutes les infos sur, les cotes, voilà, pour qu'on puisse faire nos calculs de surface, l'état et cetera. On a un bureau d'études qui est chargé de préparer les devis, de contacter les éventuels sous-traitants. On a un secrétariat commercial parce que, on fait essentiellement du marché public, donc de la dématérialisation, de l'envoi, par internet de tous nos dossiers Mmh. avec tout ce qui va bien. Et après, tu as la partie travaux, où là, c'est relativement simple aussi. Après, c'est un choix chez nous d'avoir peu de niveau hiérarchique. On a des conducteurs de travaux, donc qui vont sur chantier à peu près tous les 15 jours, donc c'est quand même assez peu régulier. Et on a des équipes travaux avec, un chef et plusieurs ouvriers, un ou 2 ou 3. Heu, Ils ont 2 spécificités chez nous. Ils sont en grand déplacement permanent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont à Brest, demain ils sont à Strasbourg, après-demain ils sont à Lyon, OK. en schématisant bien sûr, les chantiers sont un peu plus longs que ça. Et ils sont pas spécialisés. C'est-à-dire que chez nous, l'ouvrier ou son chef, savent tout faire. C'est-à-dire à la OK. fois, l'étanchéité qu'on applique, bah, au rouleau, on maroufle une toile dedans et cetera. À la fois la peinture extérieure, les réparations de béton, la couverture, la pose de garde-corps. C'est les mêmes personnes qui font tout le projet. Donc c'est assez spécifique dans le BTP d'avoir des équipes, multitâches comme ça. Heu et puis après, voilà, ces gens-là, ils sont bon, et pas faciles à trouver, ces ouvriers prêts Ouais, à se j'imagine. déplacer sur toute la France. Ouais, et puis multitâche aussi. À la limite, le déplacement, c'est déjà On une grosse les problématique. forme. Ah oui, OK. On Parce n'a pas que d'école du château d'eau, si tu ouais, veux, donc on exactement. les forme à nos métiers sur le terrain. Ça, on l'a toujours fait. On a des anciens cuistots, des anciens, maçons et des anciens tout ce que tu veux. Ouais, Nous, quelqu'un ça s'apprend, qui quoi. sait se servir de ses mains et qui est motivé pour travailler, il trouvera sa place. Il y a aucun souci là-dessus. Par contre, ouais, on peut se dire: «Voilà, grand déplacement, c'est pas facile pour la vie de famille et tout». J'ai quand même le contre-exemple de gens qui étaient chez moi depuis, je sais pas, leurs 18 ans, qui au bout de 7 8 ans m'ont dit: «Voilà, je vais faire des enfants, je vais arrêter le déplacement» et cetera, et qui m'ont rappelé 1 an ou 2 après en disant: «Mais c'est une folie, bon, mais OK, je suis chez moi tous les soirs, mais mon métier m'intéresse pas». Alors que, chez Résina, j'étais content, j'avais, bah, voilà, je suis dans mon coin, je suis, autonome, j'ai une certaine, reconnaissance parce que, bah, c'est un peu comme un artisan. On refait le château d'eau à neuf de A à Z, donc il y a un côté très spectaculaire entre certains qui tombent en ruine avant et qui sont plus beaux que les neufs après. Mmh. Et voilà, il y a ce côté un peu, heu, il y a une autonomie, il y a une prise de décision,
Il y a le côté utile qui est très important chez les jeunes aussi, qu'on a recrutés OK. dernièrement, de dire bah ouais, moi je suis content parce que je travaille dans l'eau Mmh. et qu'on ne se pose pas la question, mais tout le monde a de l'eau au robinet Ouais, ouais, c'est aujourd'hui. ça, c'est exactement C'est ça. une évidence totale pour tout le monde. Exactement. C'était quoi le chiffre? En 1945, donc après-guerre, tu avais 70% des communes rurales qui avaient pas l'eau potable, l'eau courante. Ah oui, OK. Ouais, tu Donc, vois, on se rend pas compte, ouais, ça fait c'était il y a pas 80 ouais, ans, c'était il y a pas si longtemps que ça, mais mais quelque pour notre part, génération ou pour certaines générations, bah, en fait, ça c'est même pas une info qui doit être connue finalement. c'est ça, c'est l'eau, l'électricité font partie des choses tellement évidentes qu'on se pose pas la question. Donc, voilà, il y a ce côté, utile du métier et disons que les gens restent. Voilà, j'ai des dynasties comme je les appelle, des OK. familles où j'ai eu le père, le Ah fils, ouais, OK, ouais. l'oncle, la femme même parfois. Ah ouais. On a quelques femmes sur chantier. Voilà, j'en ai où j'ai eu, 5-6 personnes de la même Ah famille, où oui. j'en ai encore aujourd'hui et on rigole en pensant à leurs enfants qui sont en train de grandir et aux OK. miens aussi. Ah oui. Pour dire, voilà, peut-être que dans 20 ans, ce sera la prochaine génération. Ouais, c'est possible, c'est quelque chose qui se transmet, hein. Ça se voit qu'il y a quelque chose d'assez atypique dans le métier, quelque chose d'assez prenant parce que en fait, comme tu dis, vous êtes quasiment seul ou très peu à faire ce genre de métier, à faire ce genre d'ouvrage. Donc forcément, si tu changes totalement de branche, tu iras peut-être, ou de métier dans ce secteur, tu iras forcément sur quelque chose de plus commun, peut-être de moins prenant émotionnellement, moins prenant en termes de valeur, et ça te fera peut-être revenir, bien évidemment, comme ça fait revenir, ton employé. Toi, en 10 ans, depuis que tu as rejoint le bateau Résina, est-ce que tu as une anecdote ou un chantier qui t'avait marqué? Tu as en tête, quelque chose à nous partager? Parce que un château, enfin, en fait, il y a ce mystère derrière les châteaux d'eau. Moi, quand tu passes devant un château d'eau, je me dis: «Waouh, bon, OK, un château d'eau, d'accord». Mais je suis sûr que dans les chantiers, il doit se passer tellement de choses que tu pourrais nous raconter, et il y en a peut-être un en particulier qui t'a marqué sur ces 10 ans? Alors, il y en a un ouais, sur lequel je pense, assez facilement. Pour le coup, c'est pas un château d'eau, c'est un réservoir qui est posé au sol, qui se trouve à Lille, c'est le réservoir de Mouveau. Pourquoi ce réservoir? Parce que déjà, il est entièrement en briques, Ah ouais, OK. donc construit dans les années 1870, si je dis pas de bêtises. C'est du Vauban, Mmh hein, mh. donc des millions de briques, empilées au millimètre près, c'est assez incroyable à Ah ouais. voir. Et c'est un site, sur site, j'ai, 27 000 m³ d'eau potable. Il faut savoir qu'un château d'eau moyen, c'est une cuve de 500 m³, perchée sur une Ah tour. oui, Là, OK. on a 27 000 m³. L'ouvrage est un espèce de grand, rectangle posé au sol. Tu as 2 cuves en haut qui font chacune 6 000 m³ et 2 cuves en bas qui font 7 500 chacune. Et donc, ce chantier-là, c'est un chantier historique de Résina parce qu'on a refait les 4 cuves entre la fin des années 80 et le début des années 90, et on y retournait à partir de 2014, je crois. On a recommencé justement à refaire ces cuves-là, donc une paire d'années après quand même. Et donc, en fait, quand tu rentres là-dedans, tu rentres dans une espèce de cathédrale, d'une église avec, des toits voûtés en briques, et Ah ouais. cetera, des poteaux et tout ça. C'est hyper impressionnant et ça fait 30 et quelques mètres de long sur, 50 et quelques mètres de large Ah, vraiment au pour sol en une plus, cuve. du coup? Donc oui, au sol, À ouais. Mouveau, en plus, en plein, enfin, En c'est pas plein en pleine centre-ville de métropole, de de Lille presque, ouais, 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 ouais. c'est clair, parce que pour connaître bien la région, j'y étais encore il y a très peu de temps. Je J'arrive pas à le situer où il est, mais du coup, je pense que j'y retournerai voir, Je te donnerai l'adresse, je et te je pense montrerai que quelques photos. ça se loupe pas vu les superficies que tu annonces, Ah et non, puis non, ça doit parce être, que assez atypique d'arriver sur une cuve en briques déjà. du coup, au total, il fait, 100 mètres de long, 60 mètres de large et Ouais, peut-être, 25 mètres de haut, donc ouais, oui, c'est tu peux énorme. pas le louper. Ouais, OK. Mais donc voilà, tu rentres là-dedans, tu as une espèce de cathédrale, tu vois pas le fond. Enfin, Ouais, voilà, la ouais, ouais. dernière opération qu'on a fait, on a mis les guirlandes LED et je crois que c'était la première fois que je voyais la totalité de l'ouvrage éclairé en même Ah temps, ouais, par exemple, incroyable. tellement c'est gigantesque, et voilà, et pour tout un tas de raisons, bah, le côté historique de revenir sur, un revêtement qui a vieilli dans l'eau pendant presque 30 ans, ça nous donne des infos à nous. C'est là qu'on a fait les tests sur la dernière version de notre produit, le G-Pox Evo,
avec voilà, plus de composants biosourcés, plus de bisphénol A à n'importe quel moment de la chaîne de fabrication, tout un tas de choses. Donc c'est là-bas qu'on a fait nos premiers tests de compatibilité, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs où dès que j'ai l'occasion d'emmener quelqu'un voir ce genre de choses, et j'encourage sur les journées du patrimoine à aller voir le réservoir de Montsouris à Paris ou les trucs comme ça quand ils sont ouverts, Ah parce que oui. c'est le même type de construction et c'est assez incroyable. Ouais, on est vraiment sur des ouvrages patrimoniaux. Bah là, c'est du classé Vauban. Donc, à la limite, même presque pour toi, ça doit être complexe à aller intervenir sur ce genre d'établissement, ce genre de château d'eau, parce que tu peux pas faire ce que tu veux comparé à d'autres structures plus classiques, non? Ouais, il y a ce côté-là. Alors l'avantage qu'on a nous, c'est que sur ce genre d'ouvrage, on travaille, à l'intérieur, Ouais, donc ouais, on tu est un touches peu pas à plus l'extérieur, tranquille ouais. sur Mmh. l'extérieur. Après, c'est vrai que les châteaux d'eau sont souvent en zone, ABF, architecte des bâtiments de France et Mmh. cetera, donc un certain nombre de choses qu'on peut faire et pas faire. Après non, Mouveau en soi, il est impressionnant par ses dimensions et par, voilà, le temps qu'on y passe à refaire tout ça par rapport à nos chantiers habituels, c'est beaucoup, mais quelque part, c'est presque un chantier facile pour nous. Parce que 6-7 mètres de hauteur en global, c'est finalement pas grand-chose quand on peut monter jusqu'à 60 mètres. Ouais. Il y a un sous-sol total sur cet ouvrage, donc on pouvait approvisionner hyper facilement. Genre, tu rentres en voiture dans le site, tu décharges, tu rentres dans le Ah d'accord, sous-sol, OK, ouais. et puis tu passais directement dans la cuve par en dessous. Tu as levé de 4 mètres, quoi, tes trucs. Donc au final, non, c'est le genre de chantier c'est presque les vacances pour nous, parce OK. qu'une fois qu'on a tout mis en place, le reste, c'est de la Ouais, quantité, c'est de ça l'application. roule, quoi. On met un bon chef, on met quelques bons gars, et puis ça roule derrière, quoi. Mmh mh. Ah ouais, hyper intéressant de se dire que, ça te permet aussi, comme tu dis, à la fois de faire, bah, pas mal ça te permet à tes équipes de voyager un peu partout en France, dans pas mal de beaux coins, parce que il y a des coins peut-être que tu exploreras jamais, dans ta vie en habitant en France, et le fait qu'il y ait 36 000 châteaux d'eau, dont quasiment un par commune, t'offre une possibilité de découvrir, toute la France, quoi. Ah mais c'est formidable de ce côté-là. Déjà, ça permet, moi je suis pas quelqu'un qui aime rester derrière son bureau toute la semaine, donc ça permet de bouger un petit peu. Et puis, ouais, la différence énorme entre tous les types d'ouvrages, entre l'ouvrage gigantesque en plein centre-ville d'une grande agglomération de province, et le petit ouvrage, perdu au milieu des bois où c'est à peine s'il y a un chemin pour y aller, voilà, on voit vraiment de tout, c'est hyper intéressant de ce côté-là, et nous, ça nous fait voyager. On connaît bien, toutes les routes de France. Heu, Mon père, me disait toujours, quand je partais en vacances avec des copains: «Ah bon, tu vas dans quelle ville?» «Ah, Trifouille-les-Oies». «Ah oui, je connais, on a refait le château d'eau à 5 kilomètres de là», Ouais, et ainsi de c'est un suite. peu Il connaissait tous les ouais. bleds de France. Bah, ouais, c'est un peu, ah ouais, tu connais cette ville? Bah, ouais, il y a l'église, il y a je sais pas, la boulangerie, le centre-ville, quoi, et il y a le château d'eau qui est sur cette route-là, quoi, parce que s'il y en a 36 000 un par commune, c'est un peu ça, quoi. Tu trouves C'est toujours ça complètement ça. dans une Tu commune. as souvent une rue du château d'eau quelque part dans Ouais, la exactement, ouais. ville, Un rond-point, le château d'eau aussi. voilà, et Très puis, français, le heu rond-point. et puis, oui, c'est marrant que tu parles des églises parce que, c'est une réflexion qu'on a eue il y a pas si longtemps. C'est un peu les derniers ouvrages monumentaux dans les communes. C'est-à-dire Ouais, que tu as l'église, tu as le château d'eau, et le reste, enfin, ça reste de ouais, l'ouvrage c'est du moderne, classique, ouais. immeuble, moderne, bureau, et Mmh. cetera. Donc il y a beaucoup d'endroits où ça devient presque un totem, si tu veux. On nous demande de faire une fresque Ouais, ouais, dessus ouais. pour, voilà, pour, soit marquer l'entrée dans un territoire, soit, voilà, des fois, il y a des histoires de chasse ou d'animaux qu'on vient mettre, Mmh. sur les trucs, ou de culture de céréales quelconques à l'endroit où on est. Voilà, il y a vraiment un côté maintenant représentation, si tu veux, du château d'eau, qui est plus Ouais. juste, une verrue dans le paysage comme on pouvait l'entendre dans les années 80 dans les Mmh. reportages télé d'époque, quoi. Non, après, il y a d'autres ouvrages qu'on citera pas qui ont pris le relais pour ça. Mais de toute façon, chaque ouvrage, aussi grand qu'il soit, est souvent décrié en général quand c'est imposant. Quand c'est visible, voilà, mais c'est vrai qu'avec, avec les éoliennes notamment, les pylônes, antennes téléphoniques, et cetera, bon, ça fait partie des choses qui Oui. sont maintenant un peu moins visibles au milieu de tout ça, quoi. C'est clair. Et si on se projette un peu pour vous, pour Résina, pour, toi, c'est quoi le futur? C'est quoi qui va occuper les prochaines années? À part, explorer les 2 tiers d'autres, châteaux d'eau que vous avez pas encore explorés? Bah, il y a un côté, urbex effectivement, dans certains cas, exploration urbaine, aller, visiter des trucs qui ont pas bougé depuis 60 ans.
Non, après, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années? Déjà, on revient un petit peu sur la quête de sens du début, et le côté utile. On est un métier qui est durable par nature, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, on prend un ouvrage qui est en fin de vie et on vient le prolonger pour, 20, 30, 40, 50 ans dans le meilleur des cas. Donc quelque part, on s'évite, le coût, carbone d'une démolition et d'une reconstruction. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui me fait penser qu'on est un métier qui va pas s'arrêter tout de suite. Après, bah, je sais plus si je l'ai dit, mais on estime qu'au niveau de la profession, on réhabilite à peu près 500 réservoirs par an. Ouais. Il y en a 36 000, on a le temps de faire le tour et même de faire du très bon boulot. Mmh. Il y aura toujours à Ouais. revenir sur ceux qu'on a déjà vus. Après, moi, mon objectif là-dedans, c'est dû à ma formation initiale, c'est aussi d'essayer de mettre des grands coups de pied dans la façon dont fonctionne le BTP aujourd'hui. Euh, je suis arrivé, c'était pas archaïque, mais presque. Euh, voilà, Ici, dans le bâtiment, on dit ça fonctionne de manière traditionnelle. exactement, C'est robuste et important. traditionnel. C'est important de dire que c'était pas archaïque puisque ça fonctionnait. Oui, Archaïque, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait très bien le bâtiment de manière traditionnelle. J'en parlais encore très récemment avec des acteurs. Mais en effet, si il y a bien quelque chose qu'il faut faire, c'est moderniser à la fois la vision. Je pense que c'est de ça que tu voulais parler aussi. c'est exactement ça, la vision et même les métiers, parce que j'en parlais, on a fait une petite soirée interne pour nos 40 ans, par exemple, et je leur disais, voilà, est-ce que dans 10 ans, vous serez pas à la maison avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux, un drone piloté depuis votre canapé qui est en train de projeter de la peinture sur le château d'eau? Mmh. C'est-à-dire, il faut rien s'interdire. On travaille aujourd'hui aussi beaucoup pour chercher des ergosquelettes ou des exosquelettes qui pourraient nous aider, Ouais. notamment dans la logistique des derniers mètres. Parce que chez nous, amener des matériaux en pied d'ouvrage à la base, c'est facile. Les faire monter, c'est maîtrisé. Mais les faire passer de la couverture à l'intérieur de la cuve, c'est la partie la plus compliquée parce Mmh. que ça n'a pas été prévu pour être réhabilité, on va pas se mentir. Donc on doit faire avec bah voilà, une trémie qui fait 60 par 60 et Ouais. qui doit faire passer le matériel, les matériaux et les hommes. Donc comment on fait pour améliorer cette logistique des derniers mètres? Et puis Mmh. après, ben, je regarde ce qui se passe de nouveau. On est ici chez Craft, voilà, c'est quelque chose que j'ai immédiatement apprécié, on va dire. Il y a d'autres petites startups hyper sympas. Je pense à Thomas de Memoria, par exemple, qui fait des espèces de souvenirs chantiers ou des comptes rendus de chantier un peu Mmh. spéciaux. Enfin voilà, il y a des Ouais. trucs hyper sympas à faire. Et je ne doute pas que les nouvelles technologies vont nous pousser un petit peu à Mmh. la roue là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, donc la vision pour l'avenir, pour Resina, c'est continuer à poncer ce patrimoine français qui est les ouvrages de châteaux d'eau, les ouvrages de génie civil des eaux, et faire en sorte que, dans la continuité aussi de votre développement, que tout se modernise et essayer de bouger un peu l'ordre établi sur certaines méthodes, tout en gardant cette expertise, etc., quoi. C'est ça, nous on est experts du château d'eau. Maintenant, les métiers utilisés pour les refaire et les techniques, ouais, ça doit être en permanente évolution parce que ben, se reposer sur des techniques traditionnelles, c'est bien, mais si on peut faire mieux, il faut pas s'en priver, quoi. C'est clair. Il y a pas de mauvais, il y a pas de mauvais changements, il y a que des très bonnes pratiques à mettre en place. Ou des Heu, étapes pour le changement ultime qui fera du bien. exactement, exactement, et il va me rester déjà une dernière question. On va arriver bientôt à la fin de l'échange. C'est un épisode qui est passé à une vitesse assez folle, mais on a appris énormément de choses sur les châteaux d'eau. Il va me rester du coup cette dernière question que si toi, tu es auditeur du podcast, tu sais très bien laquelle va être. La question de recommandation. Toi, tu as dû voir énormément de monde dans tes 10 ans, au sein de Resina. Si tu avais une seule personne que tu aimerais voir venir réveiller le BTP, que je pourrais inviter ici avec moi, est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être? Alors, c'est un vaste sujet, je ne te cache pas. C'est vrai que, au début, je pensais à des métiers de canalisateurs, des métiers qui sont très liés à nous. Mais c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de gens selon les régions et qui sont tous, enfin, j'aurais du mal à en citer un, vis-à-vis des autres. Donc j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Moi, la personne que j'aimerais, entendre,
C'est quelqu'un que je connais personnellement, qui s'appelle Julien et qui fait, du nettoyage de bâtiments par drone justement Ok. et qui ont développé pas mal de petites techniques autour de ça. Ça peut être du nettoyage de gares, de choses comme ça et tout. Mais je trouve que c'est un milieu hyper intéressant qui est en plein essor en plus les drones. Aujourd'hui, c'est pour, prendre des photos et s'amuser. Demain, ce sera sûrement pour faire tout un tas de choses auxquelles on a même pas Mhm. idée aujourd'hui, quoi. Exactement. Bah, écoute, c'est une super recommandation, hein, quelque chose de peu, commun, qui m'attire un peu, qui me rend assez curieux. Donc, au moment de la sortie de l'épisode, bien sûr, j'essaierai de le contacter et je compte sur toi aussi pour m'aider à le contacter, à le convaincre de venir réveiller le BTP avec moi, avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment ce matin avec moi sur le podcast et que tu as apprécié cet échange, Arthur. Eh ben, tout à fait. En tout cas, merci encore. C'est vrai que c'est passé très, très vite, donc ça veut dire que ça s'est très bien passé. J'espère que pour les auditeurs aussi. Très bien et puis on se retrouve très, très vite quant à nous pour réveiller de nouveau le BTP.